Et la vieille, ne bouge pas. Une femme noire, d'environ 70 ans, qui examinait tranquillement l'étiquette d'un pot de paprika, se retourna, surprise. Elle portait des vêtements simples, un vieux pantalon en jean, un t-shirt gris un peu délavé et une blouse légère. Rien de chic, rien d'élégant, simplement fonctionnel. Son chariot ne contenait que quelques articles. Un pain, 1 litre de lait, 2 boîtes de sardines. En face d'elle se tenait un jeune policier, grand, la trentaine à peine. Les cheveux châtain clair bien plaqués vers l'arrière. Le nom Morel brillait sur sa plaque. Il ne semblait pas être en service. Pas de radio, pas de gilet pare-balles. Juste l'uniforme, porté comme si c'était un simple passage au supermarché du coin, Carrefour Belle-Rive, un quartier résidentiel calme de Saint-Vincent. Le visage de l'agent Morel était crispé. Ses yeux fixaient la vieille dame avec méfiance, voire mépris. « Vous parlez à moi, monsieur l'agent » demanda-t-elle, surprise, mais pas effrayée. « À qui d'autre, hein » répondit-il sèchement, s'approchant d'un pas rapide, son regard glissant sur les vêtements usés de la femme. « Vous flânez trop. Vous matez les rayons comme si vous cherchiez une faille. Vous comptez piquer quelque chose? Les gens comme vous viennent ici pour voler, pas pour faire les courses. » La violence des mots, le racisme nu derrière l'uniforme, fit tressaillir la vieille dame. Ses joues sombres se teintèrent d'un rouge discret, de ceux qui naissent de la colère maîtrisée. « Je ne fais que faire mes courses comme tout le monde, et je vous prie de rester correct dans vos propos. Vous êtes un agent de l'ordre. » Ce ton calme, posé, mais ferme, agita quelque chose chez Morel. Il sentit sa supériorité bousculée, piquée. Qui était-elle pour oser lui tenir tête? « C'est moi que vous essayez d'éduquer » s'écria-t-il. Puis, dans un geste insensé, fou, il sortit son arme, un Glock noir de son étui. Le cliquetis métallique du chien du pistolet prêt à tirer résonna dans les rayons. Un son terrible, presque irréel. Il pointa directement le canon vers la poitrine de la vieille femme. « Les mains en l'air! Appuyez-vous contre l'étagère! Tout de suite, ou je tire !» Des cris s'élevèrent. Des paniers tombèrent. Des clients reculèrent. D'autres sortirent leur téléphone, filmant avec des mains tremblantes. La vieille femme ne bougea pas. Elle fixa l'arme, puis les yeux furieux de Morel. Pas de peur dans ses yeux, seulement de la stupeur et une profonde désillusion. Lentement, elle leva les mains à hauteur des épaules, paumes ouvertes. Elle ne s'appuya pas contre l'étagère. Elle resta droite, ancrée au sol. Elle scrutait Morel avec attention, comme on jauge un danger imminent. Le silence dans le rayon 12 était oppressant. Le souffle court de Morel était le seul bruit, accompagné des halètements des témoins. Comment en était-on arrivé là? Juste avant, Morel avait terminé son service. Il était passé acheter un plat préparé, mais il était de mauvaise humeur. Il avait grandi dans une banlieue blanche, moyenne, et portait un regard dur, biaisé, sur les personnes racisées. Il aimait montrer son autorité, parfois au point de l'abuser. En apercevant cette femme noire, seule, lente, en habit simple, il avait tout de suite pensé « suspecte ». Sans même consulter les agents de sécurité ou la direction, il avait foncé sur elle, guidé par ses préjugés. « Vous avez vos papiers » lança-t-il. La vieille dame fronça légèrement les sourcils. « Je suis juste venu acheter du pain. Je n'ai pas mes papiers sur moi. »« Et l'argent ? Vous avez de quoi payer ce qu'il y a dans le caddie ou vous comptez courir avec ?» Elle répondit doucement, avec dignité. « J'ai de quoi payer, monsieur. Je ne suis pas une voleuse. » Mais Morel ne lâcha pas prise. Son regard s'assombrit encore. « Vous avez vu votre tête? Vos fringues? Vous venez foutre le bordel dans un magasin propre. Pourquoi vous ne restez pas dans votre quartier? » Les insultes étaient de trop. La vieille femme respira lentement et dit « Vous êtes en train de me harceler sans motif valable. Vos paroles sont racistes et vos gestes irresponsables. Ce que vous faites est contraire au code de conduite d'un officier. » Cette réponse calme, qui remettait ses actions en question, mit Morel hors de lui. Il vit rouge. L'arrogance et l'orgueil lui montèrent à la tête. Il cria « Tu oses me traiter de raciste? Tu me provoques? Tu veux que je t'arrête ?» Il brandit son arme. « Je te suspecte d'avoir une arme. Tu veux te battre? Mets tes mains en l'air ou je tire. » Le chaos éclata. Les clients hurlèrent. Le gérant, M. Lefebvre, un homme discret d'une 50aine d'années, s'approcha lentement. « Monsieur l'agent, calmez-vous, je vous en prie. Il y a des enfants ici. Écartez-vous. »
rugit Morel, braquant aussi brièvement l'arme vers Lefebvre, qui recula précipitamment. La vieille femme restait calme. Elle avait l'expérience, celle de quelqu'un qui avait traversé bien des tempêtes. Elle regarda Morel et dit d'une voix posée. « Agent Morel, quel est votre matricule ?» Il cligna des yeux. « Quoi ? Votre numéro de matricule. Vos actions ici sont très graves. Je vous demande de poser cette arme. » « Tu crois pouvoir me donner des ordres ? T'es personne, toi. » Elle répondit d'un ton sec. « Je ne suis peut-être personne à vos yeux, mais j'ai le droit d'appeler quelqu'un. »« Appeler qui ? Vos potes ?» Elle répondit calmement. « Le commandant Patrick Dornier. » Ce nom fit vaciller Morel. Le commandant de la brigade, réputé pour son intégrité, mentionnait souvent une vieille amie très chère. Une voix dans la tête de Morel le supplia de ne pas y croire, mais l'assurance de la femme le fit douter. « Je peux appeler. Mon téléphone est dans la poche gauche. Ce n'est pas une arme. » Morel, indécis, finit par hocher la tête. Doucement. Elle sortit lentement un vieux téléphone à clapet. Elle chercha dans ses contacts et appuya sur Patrick D. La sonnerie retentit, puis une voix forte répondit. « Dornier, j'écoute. » Elle mit le haut-parleur. « C'est moi, la vieille. Je suis à Bellerive, au carrefour. Un de tes agents me pointe son arme au visage. » Un silence. Puis la voix tonna. « Quoi ? Ne bouge pas, j'arrive. » Elle raccrocha. Morel recula d'un pas. Il suait. Il ne comprenait plus rien. « Madame, je suis désolé. » Baissez cette arme. Elle n'était plus une victime. Sa voix était celle d'une figure respectée. Morel obéit. Il baissa son arme, la remit dans son étui, les mains tremblantes. « Je savais pas. Je suis désolé. Pardon. » Elle resta silencieuse. Aucun triomphe sur son visage. Juste de la fatigue. Une lassitude qui pesait plus lourd que la peur. Elle ne bougea pas, les yeux posés sur lui comme on regarde une ombre. Un fantôme du passé, revenu troubler un présent déjà difficile. 5 minutes plus tard, les sirènes hurlèrent. Le commandant Dornier entra, furieux, accompagné de 2 officiers. Il balaya la scène du regard. Les clients encore figés, les caissiers blêmes, la vieille dame droite, et Morel, blême et recroquevillé. « Morel, qu'est-ce que tu as foutu ?» Il n'eut pas besoin de réponse. Les vidéos, les témoins, tout parlait. Le regard du commandant se durcit. « Remets ton arme et ton insigne. » Immédiatement. Morel obéit, la gorge nouée, les larmes coulant déjà sur ses joues. Il n'était plus qu'un uniforme vide. Dornier fit signe aux 2 agents. « Emmenez-le. Isolement. Interdiction de contact. » Puis il s'approcha de la vieille femme. Elle ne bougea pas. « Est-ce que ça va ?» Elle acquiesça doucement. Juste déçue. Les caméras de surveillance avaient tout enregistré. Les vidéos furent extraites, doublées par les téléphones des témoins. Le soir même, l'enquête interne démarra. Les preuves accablaient Morel. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était une accumulation de stéréotypes, une réaction guidée non par le devoir, mais par le mépris. Le bruit de l'affaire se propagea vite. En moins de 24 heures, les journaux locaux et les réseaux sociaux s'enflammèrent. On voyait la femme, stoïque, digne, et l'officier, arme levée, les traits crispés par une peur injustifiée. La vieille femme, que beaucoup connaissaient seulement comme la dame du marché du jeudi, se révéla être une figure locale, engagée depuis 20 ans dans des associations humanitaires. Elle avait aidé à la réinsertion d'anciens détenus, soutenu les familles de soldats tombés à l'étranger, donné des cours d'alphabétisation aux migrants. Son nom, Élise Fournier, circula bientôt partout. Non pas parce qu'elle l'avait voulu, mais parce que son calme, son absence de vengeance, forçaient le respect. Morel fut suspendu, puis licencié. Et quelques semaines plus tard, poursuivi pour mise en danger d'autrui, usage abusif d'une arme de service et discrimination raciale. Le parquet, sous pression, voulut en faire un exemple. Le procès fut rapide. L'émotion dans la salle était palpable. Élise témoigna avec calme, sans haine, sans exagération. Elle raconta les faits. Elle dit ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait craint et ce qu'elle avait compris en voyant les yeux de Morel. Il n'a pas vu une citoyenne. Il a vu une menace. Les vidéos montrèrent tout. Les dialogues captés, les regards, l'atmosphère. Rien ne pouvait être tordu. Rien ne pouvait être nié. Le verdict tomba. Coupable. 2 ans de prison ferme, sans possibilité de remise anticipée. Morel fondit en larmes dans le box. Sa femme ne vint pas au procès. Son avocat ne fit pas appel. Dans le quartier de Bellerive, cette histoire marqua un tournant.
Des formations sur les biais raciaux furent imposées dans tout le département. Le commandant Dornier présenta des excuses publiques en mairie, devant un amphithéâtre bondé. Il promit une réforme des procédures d'évaluation psychologique des agents et surtout une culture de respect. Les mois passèrent, mais la mémoire de cette journée ne s'éteignit pas. Un centre d'aide aux victimes fut rebaptisé en l'honneur d'Élise. Elle ne voulut pas de statue ni de médaille. Elle déclina même une invitation à l'Élysée. « Ce n'est pas moi l'histoire, disait-elle, c'est ce qu'on apprend d'elle. » Et pourtant, elle devint le cœur d'un documentaire diffusé dans plusieurs écoles. Son témoignage était projeté aux nouvelles recrues de la police nationale. Des élèves prenaient des notes en silence pendant qu'elle, sur l'écran, parlait de dignité et de vigilance. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un soir d'automne, 6 mois après le procès, Élise rentrait d'un conseil municipal tardif. Elle traversait la rue, son sac plein de documents, son manteau remonté jusqu'au cou. Elle n'entendit pas la moto, ni le cri d'alerte d'un voisin. Le choc fut brutal. Elle fut retrouvée inerte, le sac éventré, les papiers volants comme des feuilles mortes. L'enquête révéla qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le motard portait un casque teinté, la plaque était volée. Un acte ciblé. Un règlement de compte, probablement, déclara la police. Mais sans preuve concrète, l'affaire piétina. Les médias titrèrent « La conscience de Bellerive fauchée en pleine rue ». Son décès provoqua une vague de deuil national. Des veillées furent organisées, des bougies allumées sur les trottoirs, des anonymes laissèrent des lettres, des enfants déposèrent des dessins. Dans l'une d'elles, une fillette avait écrit « Tu nous as appris à ne pas avoir peur, merci ». Et dans ce quartier jadis ordinaire, une stèle fut érigée sur le trottoir où elle était tombée. Sur le marbre, une seule phrase, choisie parmi ces mots « Ce n'est pas moi l'histoire ». C'est ce qu'on apprend d'elle,